Oui, bonjour à tous, bienvenue. Alors, dans cette vidéo, je vais développer sept points, sept propositions rapides. Le premier point que je voulais évoquer, c'est ce qui se passe actuellement au niveau du gouvernement. Alors, j'ai eu des mails et des SMS, je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire. Il faut distinguer les élus, quand on dit que les élus sont dans leurs calculs politiciens, il faut distinguer tous les élus locaux, l'immense majorité des élus locaux, même des petites ou des moyennes villes, font un travail remarquable et c'est du bénévolat. Et voilà, ils font ça, ils y laissent leur vie à passer du temps pour leur localité. Hein. Il faut les distinguer, ça n'a rien à voir avec le spectacle qu'on nous fait voir, avec le premier secrétaire du Parti socialiste ou du Rassemblement national ou de la France insoumise. Ça n'a absolument rien à voir. C'est deux mondes totalement différents. Au niveau national, comme vous avez pu le voir, ils sont dans les manœuvres tout simplement à des fins personnelles pour leur centrale politique, tout simplement. Hein. C'est la guerre des partis à des fins personnelles, alors qu'aucun parti ne peut imposer sa politique puisqu'aucun parti n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il faut un gouvernement d'unité nationale. Pour ça, il faut des chefs d'État et il ne faut pas des politiciens qui sont là pour des calculs personnels à des fins électoralistes. Et là, on n'a que ça dans toutes les équipes, sans exception. Vous avez vu le spectacle des Républicains, hein, qui un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. En fait, quand M. Retailleau a décidé d'y aller, c'était tout simplement pour avoir accès aux médias et aux projecteurs, hein, pour derrière sa carrière personnelle, comme l'aurait fait un Bardella, un Mélenchon ou un Olivier Faure. Ils sont exactement dans la même stratégie. Ce ne sont pas des chefs d'État. Il ne faut rien attendre de ça. Il faut revenir sur du local avec nos élus locaux qui font un travail remarquable. Et puis ceux du national, eh ben, quand on est à même de les rencontrer, eh ben, on leur fait passer un message, on leur dit ce qu'on pense, les yeux dans les yeux de leur petite magouille politicienne. Bon, c'est pas pour ça qu'ils vont changer d'avis, mais la seule solution, ça sera de repartir de la base du peuple. Et ces gens-là, malheureusement, faut rien en attendre. Une chose, si vous avez compris, faut les rayer aux élections. Voilà. Vous votez blanc ou vous mettez quelqu'un qui vient de la société civile pour les mettre dehors. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre et vous verrez que malheureusement, je ne vais pas me tromper. Petit point numéro un sur ce spectacle. Voilà, point numéro 2, je viens sur l'agricole. La seule solution, et là on est dans un débat où personne ne propose rien, tout le monde pense aux législatives, à sa carrière personnelle, l'urgence dans l'agriculture qui continue de s'enfoncer, puisqu'on va avoir une balance commerciale qui va bientôt être déficitaire, alors qu'on a été à plus 15, plus 16 milliards d'euros d'excédent, ce qui n'est pas forcément une bonne solution d'avoir 16 milliards d'excédent. Je vais vous l'expliquer pourquoi après. Mais en tout cas, la ferme France s'effondre. Après l'effondrement de l'industrie, c'est l'effondrement de la ferme France. On perd notre souveraineté, on perd notre arme alimentaire. Et un modèle vertueux, je serais même d'en reparler, avec la valorisation des projets alimentaires territoriaux, avec des organismes comme SOS Mers, les Cigales, les financements participatifs, Terre de Liens, mais il en existe plein d'autres. Hein. On peut reprendre notre souveraineté, nos 35% d'alimentation qu'on importe, on peut réduire ça à une taille vraiment toute petite. Et là, quand on fait une projection avec des économistes sur l'impact qu'on pourrait avoir en faisant des fermes plus à taille humaine, en ramenant du salariat dans les exploitations, on est avec le cumul emploi et recréation de valeur, on est sur 35 milliards d'euros rien que sur le phénomène des emplois. Des gens qui ne seraient plus au chômage, qui cotiseraient, qui participeraient, donc diminution de l'assurance chômage, etc. On est à 35 milliards juste sur le phénomène de l'emploi. Sans compter le fait qu'on va réindustrialiser parce que les produits, on va les produire chez nous et on va les consommer chez nous. Donc c'est bien la refonte du modèle en repartant du local et en refaisant prendre la facture
à l'agriculteur. Troisième point, le financement du foncier. Environ 40% des terres agricoles sont détenues par les paysans. On pourrait financer les gens qui veulent investir dans la terre le double du livret A et du coup, on pourrait asseoir notre dépendance aux peut-être futures multinationales qui viennent investir dans la terre. Et la terre vaut mieux qu'elle soit aux épargnants français plutôt que, comme en Ukraine, à des multinationales ou à des fonds de pension, des réseaux bancaires français ou des groupes d'assurance. Quatrième point, bien sûr, il faut des prix à hauteur des coûts de production. Il faut un prix de souveraineté nationale. Voilà, c'est un prix agricole de souveraineté nationale. Derrière, ça veut dire que ce qu'on ne pourra pas produire chez nous, on aura toujours des échanges internationaux. Il faut un rééquilibrage sectoriel. On sait que dans les économies modernes, c'est l'industrie d'armement et l'industrie pharmaceutique actuellement qui font les ratios économiques les plus importants. Donc, soit il y a un rééquilibrage sectoriel, puisqu'on est dans le libre-échange, soit il y a un rééquilibrage sectoriel, soit on change de modèle, on part sur l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, avec de la coopération avec les quelques États avec qui on fera des échanges, parce qu'on n'aura pas tous les produits agricoles, où on aura intérêt à faire des échanges. Donc on aura peut-être une balance commerciale qui sera pas de plus 15 milliards, elle sera peut-être plus que de 5 milliards, ou de 3 milliards, ou de 6 milliards, mais on sera en autonomie sur le territoire. Et comme on va globalement avoir 1 million de plus de personnes dans l'activité agricole, rien que sur le phénomène emploi, on a déjà 35 milliards de positifs dans le budget de l'État. Donc, on coche toutes les cases. Donc, un rééquilibrage sectoriel, si on a des accords, des échanges déséquilibrés, ou, il y a plusieurs variantes, du protectionniste aux frontières, comme le fait le Japon, les États-Unis, ou l'exception agricole. Vous voyez, j'élargis le débat. On a des solutions. Hein. Autre point, j'arrive au 6e point, il faut revoir le modèle fiscal, il faut l'adapter au régime des indépendants, il faut dissocier notre salaire, qui est le fruit de notre travail, du coût du capital. Ça, on ne sait pas le faire en agriculture. Il faut le dissocier. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, vous voyez déjà que les gens ne pourront pas reprendre des exploitations agricoles. La valeur cheptel et la valeur un peu bâtiment et matériel, comme on ne sait pas dissocier les deux, il y a une valeur patrimoniale qui n'est pas une valeur économique. Voilà. C'est-à-dire que le revenu dégagé par l'activité agricole, viande ou lait ou canard, n'est pas en adéquation avec les capitaux engagés. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de rentabilité dans cette profession, tout simplement. C'est pas une histoire que les outils sont chers. Quand j'entends des gens dire on peut pas reprendre des exploitations, les outils sont chers, les fermes avalent beaucoup d'argent, ça vaut une fortune. C'est faux. Il y a des PME qui se reprennent 1 million, 2 millions, 12 millions d'euros. Il y a une rentabilité, une valeur économique, avec des gens qui ont des salaires, avec des cadres, avec des salariés spécialisés. C'est la rentabilité économique du modèle agricole qui fait qu'on n'est pas en adéquation avec les ratios économiques qu'on voit dans le reste de l'économie française, européenne et mondiale. Voilà. Et le dernier et le 7e point, les politiques, au lieu de se battre, il y a urgence, mais vraiment urgence. Qu'est-ce qu'ils font à Bruxelles? Qu'est-ce qu'ils font nos députés européens? Qu'est-ce qu'ils font nos chefs d'État? J'ai dit nos chefs d'État. Le rôle de la Banque centrale européenne est majeur. Il faut que la Banque centrale européenne refinance la dette des États, par exemple à 0,2%, hein, et non pas se livrer au marché financier. Hein. Il faut financer également les investissements des États à 0,2, par exemple, 0,2%, en dessous le taux de l'inflation. La dette va s'éponger toute seule si on se finance en dessous le taux de l'inflation. Et en dessous, ne pas mettre des intérêts de la dette comme on a là, ou comme on voit en Italie, à des 3-4%. La Banque centrale, c'est son rôle de financer les États au plus faible possible. Alors, il y a eu une règle que c'était interdit de financer à taux zéro, eh ben, on met 0,2%. Hein, voilà. Et ça, c'est le rôle des politiques, plutôt que de nous livrer aux mains des marchés et des spéculateurs. Autre point, et dernier point, au niveau français,
peut-on imaginer le rôle de la Banque de France? Il faut un crédit national productif. Il faut un crédit national productif pour relancer notre souveraineté agricole. Et bien sûr, ce qu'il faut faire, qui aurait dû être fait depuis très longtemps, il faut séparer les banques commerciales des banques de dépôt. Voilà. Ça, c'est des mesures monétaires. Les rôles des banques centrales, c'est déterminant dans les économies des États. Déterminant. Au Japon, ils ont fusionné la banque centrale avec le trésor public. La dette du Japon appartient aux épargnants japonais. C'est pas merveilleux d'avoir 270% d'endettement du produit intérieur brut, mais au moins la dette, ils l'ont en famille. Nous, on s'est livré au marché financier depuis la loi bancaire de 73. En réalité, c'était démarré dès 69, ça. Mais depuis 73, la Banque de France n'avait plus le droit de financer l'État français et les bons. Et bien là, ça a été une erreur. On s'est tiré une balle dans le pied en allant se livrer nous-mêmes au marché financier. Et pourtant, on a de bels exemples au fil du temps où on a financé, par exemple, avec les épargnants, le canal du Rhône. Et quand le canal du Rhône a été fini de se construire, l'État français a remboursé les épargnants via le Trésor public et le canal du Rhône est devenu la propriété de l'État français. Et ça n'a rien coûté. Et les entrepreneurs qui ont créé le canal du Rhône, ils ont été payés. Voilà. Hein? Le Trésor a avancé l'argent via les épargnants et ensuite la Banque de France a remboursé le Trésor, donc les épargnants, et le canal du Rhône est la propriété de la France. C'est une opération qui n'a rien coûté. On n'a pas été emprunté pour faire le canal du Rhône sur les marchés internationaux, aux Anglais, aux Américains, aux Chinois, que sais-je. Voilà. Donc, c'est bien nous et nos politiques qui nous ont emmenés dans une financiarisation de l'économie qui, globalement, ruine une grande majorité de la population. Il y a quelques gagnants, bien sûr, il y a des gens très riches, mais c'est une minorité. L'immense majorité du peuple français, agriculteurs comme le reste de la société qui travaille, nous sommes perdants avec ce modèle-là. En plus, ça flingue tous nos services publics puisque l'engrenage de ce système-là financiarisé, mondialisé, c'est de faire disparaître les services publics et de tout privatiser pour faire des profits surtout. Profits surtout. Sur l'hôpital, sur les gens malades, sur les EHPAD, sur les gens qu'on opère, c'est faire des profits surtout. Voilà où on est arrivé. Donc je vous remercie, c'était une réflexion et je vous dis à bientôt.